Va-t-on tout droit vers un dialogue avant les élections de 2023? Les alertes sont pratiquement au rouge et apprend-on des sources dignes de foi que des moyens ne sont pas toujours disponibles pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante, qui est le pouvoir organisateur des élections république et démocratique du Congo, et nous apprenons aussi qu'au niveau de couloirs et des salons politiques, on parlerait d'un probable dialogue avant les élections de 2023 pour passer cette étape. Vous savez très bien qu'à la fin du mandat du président de la République, celui-ci reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est la loi qui le veut ainsi. Il y a un arrêt de la Cour quant à ça. Mais cela ne suffit pas pour traverser cette période de transition. Kabila avait trouvé la formule d'un dialogue pour apaiser les tensions, impliquer tout le monde dans la gestion pendant cette période transitoire. Va-t-on vers cette hypothèse? On ne sait pas, mais nous allons nous focaliser pour vous faire comprendre si il y a des ingrédients qui sont réunis, des indices qui expliquent ceci comme cela, que nous allons vers un dialogue avant les élections de 2023. C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette élection. Vital Kamerhe est un homme correct et sincère qui peut jouer un rôle dans ces pays. Ce sont les propos du président de la République à l'époque où il s'était rendu dans l'est de la RDC. Il répondait à la question de la population qui lui demandait où se trouve Vital Kamerhe, son allié principal dans la coalition CAP pour le changement. Le président avait à l'époque énoncé ce que je viens de vous rappeler. Mais il y a quelques jours seulement, la Cour de cassation qui a été saisie, mais cette Cour a annulé la décision prise en première instance par la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe pour plusieurs mois de détention. L'homme est à ce moment au niveau de la République française. Est-ce qu'il y a des liens entre ce que le chef de l'État avait déclaré à l'Est, Vital Kamerhe, un homme correct, honnête, qui peut jouer un rôle? Vital Kamerhe, la décision vient d'être annulée. Vital Kamerhe est-il en train d'aller jouer ce rôle auquel le président de la République avait fait allusion dans l'Est de la RDC? Ce sont des supputations. Nous n'avons pas de sources qui les disent, mais nous croyons que nos supputations ne sont pas loin de la vérité. Nous allons nous interroger avec un analyste politique, mais aussi un juriste sur ce plateau. Il va nous faire comprendre les enjeux autour de Vital Kamerhe. Certains vont jusqu'à les faire passer pour un probable successeur de Sama Lukonde Kyeng, Jean-Michel, qui est en difficulté par rapport à la gouvernance de l'État, car son chef avait dit qu'il y a un problème de coordination et de pilotage au niveau de l'équipe gouvernementale. Et puis il y a Guy Loando, l'homme de Widal. L'homme de Widal qui a impressionné beaucoup de monde par rapport à la gestion de cette fondation Widal. C'est un homme chaleureux, un homme hospitalier, un homme généreux qui n'hésite pas de partager le moyen qu'il a avec ses compatriotes. Mais depuis qu'il est à la tête du ministère, je crois, de l'aménagement du territoire, l'homme a du mal à laisser ses marques là-bas. Est-il un bon manager pour ses boîtes, c'est-à-dire ses business, mais un mauvais ministre pour la République? Nous allons poser la question à un homme qui les connaît un peu mieux que vous ou moi. Il s'agit de Manix Iyenda, l'homme de volontaire de la République, l'homme en pompe. Il est le volontaire de la République, il est juriste de formation et de profession. J'insiste, juriste de formation, il a gravi toutes les étapes. Il est licencié en droit, il n'a pas été à l'école buissonnière comme certains qui se font passer pour des juristes alors qu'ils n'ont même pas fait un jour dans une faculté de droit. Je ne cite pas les noms des gens, mais c'est ça la réalité, malheureusement. Nous avons des dossiers, nous n'allons pas aller dans ces dossiers parce que les sujets de l'État nous concernent beaucoup plus. Manix Iyenda, vous êtes l'initiateur de Volonté de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci, Patrick Lokala, pour une invitation de plus sur votre plateau. Parler de la République, ça a toujours été un grand plaisir, et surtout parler de la République avec Patrick Lokala, ne serait-ce que la présentation
de votre émission d'aujourd'hui. On sent le contenu, on sent l'objectivité, on sent la rationalité et la cohérence des idées, ce qui représente pour moi les dévolus que je jette sur la qualité de votre travail. Merci. Juriste maison, parmi nos juristes qui nous fréquentent, à chaque fois qu'il y a une question d'actualité relative à ce que vous voulez, la justice, le droit, on invite toujours avec beaucoup de plaisir un juriste pour tenter de nous éclairer sur certaines questions qui concernent le droit. Mais il y a Guy Loando. J'ai vu, vous avez fait une publication qui a fait le buzz pratiquement sur les réseaux sociaux. Vous présentez Guy Loando comme un bon manager pour ses entreprises, pour la Fondation Ouidal, mais un mauvais ministre pour le gouvernement de la République. Comment pouvez-vous expliquer cela? Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement de ces mondes numériques, les réseaux sociaux, où les internautes ont la totale liberté de pouvoir interpréter les discours des politiques que nous sommes, et lorsque nous tenons de propos à la place publique, à travers des émissions télévisées comme celle-ci, il y a des gens qui se donnent le luxe, le privilège de nous interpréter à leur manière. Et donc, parfois, moi, effectivement, il y a même de ceux-là qui vont dans un sens contraire par rapport à ce que nous avons dit comme propos. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai travaillé aux côtés du sénateur Guy Loando, déjà à l'époque, qui était le président de la Fondation Ouidal, cette ONG qui a assez réalisé des activités, surtout à caractère social, ici à Kinshasa, à l'Équateur et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et au-delà de cela, j'ai même travaillé aux côtés du sénateur comme le relais communicationnel par rapport à son ouvrage « Le Congo d'après ». Et donc, Guy Loando, que j'ai connu dans un petit moment, dans ces peu de temps d'échange, où j'ai appris à connaître cet homme, je peux vous le dire sincèrement, Guy Loando est un homme dynamique, Guy Loando est un homme de dévouement, et un homme qui travaille sous le style anglais d'ailleurs. Et donc c'est quelqu'un qui travaille sans relâche, il se réveille tôt et il dort le plus tard possible. Et donc Guy Loando est un homme de travail. Et il a prouvé de quoi il est capable à travers les actions faites par la Fondation Ouidal. Vous savez, pour la ville de la Chuapa, la province de la Chuapa par exemple, dans la ville de Boende, il a doté comme don à l'Assemblée provinciale de la Chuapa, un don avec une bagatelle financière de plus d'1 million de dollars. Ah, beaucoup d'argent. C'est le don venant d'un compatriote et ça mérite quand même appréciable, le respect national. Guy Loando a accompagné notamment l'INRB avec les réfectionnements du nouveau bâtiment de l'INRB, avec autant des dons, notamment les ambulances médicalisées pour effectivement intervenir dans cette période aussi critique, la période de Covid-19. Guy Loando a fait des forages d'eau, etc. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a d'abord agi pour le compte du pays sans aucune connotation politique et sans assumer une quelconque fonction. Avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens. Et ça, c'est une marque de patriotisme que nous devons saluer. Très bien. J'ai dit, grâce à Dieu, Dieu a donné à M. Guy Loando la possibilité de gérer un département gouvernemental comme responsable d'un secteur, le secteur de l'aménagement du territoire, qui est un secteur qui relève beaucoup de défis, surtout par rapport aux enjeux démographiques, autant géographiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, ces secteurs-là, par rapport à Guy Loando, moi je dis, les secteurs de l'aménagement du territoire, les ministères de l'aménagement du territoire est incompatible au dynamisme de Guy Loando. C'est à quel niveau? L'incompatibilité, c'est à quel niveau? L'incompatibilité, c'est au niveau de la compétence que détient les ministres et les incapacités ou l'insuffisance de moyens alloués pour effectivement booster les secteurs. Ce qui ferait effectivement du ministre un ministre incapable pour résoudre le problème du secteur, un ministre incompétent pour réaliser les attentes du peuple relativement dans ces secteurs-là. C'est un peu comme prendre Messi ou encore Cristiano Ronaldo, grand joueur, connu de tous, et vous l'amenez dans un club de Chinkunku, par exemple, dans une compétition FCC Renaissance. Ou encore FCC Renaissance. Peu importe le talent de ces joueurs-là, il sera en difficulté effectivement de prouver de quoi il est capable. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit... Dans une analyse simple, Manik Seyenda, on peut comprendre que les compétences dont vous faites allusion ici n'est pas due au fait que Guy Loando n'a pas un profil, mais
Non, suite pas du tout. au manque de moyens pouvant l'aider à réaliser sa tâche. Les ministères, c'est à ce niveau que les propos ont été mal interprétés. Bien sûr, les ministères de l'aménagement du territoire pour Guy Londo est un garage. C'est un dépôt. C'est-à-dire quelqu'un comme Guy Londo, c'est comme ça que par moment nous revenons vers le président de la République et insister par rapport à la qualité du casting fait par le président de la République. Quelqu'un comme Guy Londo, vous ne pouvez pas lui donner un ministère comme le ministère de l'aménagement du territoire où quand vous regardez l'enveloppe budgétaire affectée pour le fonctionnement de ces ministères-là, il y a pratiquement 0 et quelques %. Et ça rend le ministre peu importe les efforts, le dynamisme, l'intelligence, la capacité de faire de ces ministres-là, il sera incompétent. Ah, c'est à ce niveau que les propos ont été mal interprétés. Oui, je l'ai même dit que Guy Londo est un grand manager pour la fondation Ouidal. Les preuves sont là. Un bon auteur. Guy Londo est un bon auteur pour son ouvrage Le Congo d'après, un ouvrage d'une haute facture. Mais Guy Londo, comme ministre de l'aménagement du territoire, il devient faible, il devient incompétent. Et les faits sont tellement évidents. Ah, mais là, les propos sont tellement clarifiés que... bon, écoutez, vous qui êtes de mauvaise foi, des personnes malveillantes, ne coupez pas cet extrait pour la balancer sur les réseaux sociaux et faire croire à Guy Loando, à son entourage, que Manix Iyenda s'est attaqué en lui. Il faut éviter de couper les extraits sans pourtant avoir les fils total des idées. Ça dénature par moment les propos et ça prête à confusion. Ce n'est pas une très très bonne chose. Ceux qui font ça doivent arrêter. Moi, je ne voudrais pas que cela arrive tout au long de cette émission. Donc, les propos sont clarifiés. Un petit message à ceux qui vous ont présenté comme quelqu'un qui voudrait à tout prix massacrer Guy Loando à travers vos analyses. Moi, je m'adresserai beaucoup plus particulièrement aux entourages de Guy Loando, aux jeunes qui accompagnent l'excellence Guy Loando. Ils doivent se placer sur le diapason de la grandeur de leur autorité de référence. Guy Loando, c'est un jeune, mais un jeune qui a des paradigmes, des valeurs et qui a une vision. Et il s'est placé à un niveau supérieur sur lequel il faudrait que ceux-là qui l'accompagnent arrivent ne serait-ce qu'à monter sur le diapason au même niveau pour mieux l'accompagner. Parce que quand vous faites la communication dans le sens de matraquage, des attaques, des insultes, je pense que cette façon de faire ne correspond pas aux valeurs et à la mentalité de cet acteur que nous respectons tous, le fils de la Chouapa, un vaillant combattant pour le bien-être social de Congolais. Je crois que Guy Loando ne mérite pas ce genre d'entourage. Guy Loando mérite un respect parce qu'il fait partie des Congolais qui apportent leur contribution pour l'avancement de la RDC. La page est complètement tournée. Manix Iyenda, volontaire de la République, qui est venu clarifier ce propos qui ont été très mal interprétés au niveau des réseaux sociaux, surtout par les collaborateurs. Certains collaborateurs médiocres qui entourent Guy Loando. J'ai dit certains collaborateurs médiocres qui entourent Guy Loando. C'est là qui ont mal compris le message ou les analyses de Manix Iyenda. J'assume ce que je dis. Manix Iyenda, on va prendre le volet judiciaire. Vital Kamerhe a bénéficié d'une décision de la Cour de cassation. La décision a annulé la première et l'affaire a été renvoyée au niveau de la Cour d'appel pour être, on va dire, réjugée. Effectivement, je pense que cette affaire de Vital Kamerhe est l'une des affaires judiciaires qui a excité la sensibilité du peuple congolais. Ça fait partie de premiers procès à être retransmis en direct par la télévision nationale. Heureusement qu'à cette époque-là, il y avait confinement et donc nous avions tous eu le temps de suivre à la loupe la manière avec laquelle la République a été gérée. Et la conclusion, je crois que c'est le cas pour tout le peuple congolais, nous avions tous compris que le pays a été géré avec une légèreté incommensurable. Vous avez vu comment est-ce que l'on a fait des déclarations sur le décaissement de l'argent public de l'État venant de la Banque centrale vers un individu qui gère l'argent, des millions d'argent, chez lui à la maison, et qui dilapide de la manière qu'il veut. Ça, ce n'est pas une république. Et nous avons vu aussi la légèreté dans le respect de principes directeurs de la gestion de la chose publique de l'État. Parce qu'avant d'engager, surtout en ce qui concerne les dépenses publiques, il y a des règles
notamment des règles relatives à la chaîne des dépenses qu'il faudrait respecter. Et surtout lorsque vous engagez des sociétés prestataires pour venir dans un projet, exécuter les projets, il y a aussi les règles des passations de marché public qui doivent s'imposer. Et donc, nous avons vu comment est-ce que nous avions géré le pays dans une cacophonie qui malheureusement s'est soldée à un résultat des fiascos. Ce qui est encore très déplorable, parce que ce programme-là de 100 jours, c'était le programme préambule même de la vision du président de la République. Déjà à l'entame de la gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on nous a prêché par un exemple de détournement, d'une mauvaise gestion. En réalité, déjà lorsque nous voyons le programme 100 jours, c'était un signal d'annonce. Le départ pour nous faire voir, voilà comment sera les régimes de Félix Tshisekedi. C'était le prototype, au fait. Le modèle de gestion de Félix Tshisekedi par rapport à la suite de son mandat, par rapport à la suite de sa gestion. Parce qu'en réalité, ces programmes de 100 jours étaient une occasion, une opportunité aussi valable pour le président de la République afin de donner aux Congolais ce que moi j'appelle personnellement le bond de soulagement par rapport aux problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Macron l'a fait une fois obtenu l'impérium en tant que président de la République. Il a accordé le droit de bourse d'études aux étudiants qui venaient de finir les études pour bénéficier de bourse d'études en raison de 4 mois de plus. C'était pour effectivement pallier à ces grands problèmes de manque d'emploi dans le marché d'emploi français. La République française en avait réfléchi dans ce sens-là. Ils ont même utilisé la méthode de cohabitation pour le loyer. C'est-à-dire, vous pouvez, surtout parce qu'ils avaient fait des études et ils ont conclu des études avec comme quoi il y avait quand même des vieillards qui mouraient par solitude. Et donc, il faudrait créer des mesures de cohabitation pour que le Français habite ensemble afin d'amoindrir le coût de logement. Et donc ça, ce sont des bons... ça aurait dû être un bon départ. Un bon départ, des bons de soulagement pour atténuer la situation. Et finalement, lorsque le président aura son gouvernement engagé, le gouvernement avec un programme aussi précis, tout en respectant ou en s'appuyant sur des axes et priorités par rapport aux problèmes de l'État. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas. Le procès 100 jours, c'est un procès de catastrophe. Moi, j'ai dit d'ailleurs, à quoi ça sert pour notre pays de nous apporter des projets, mais des projets qui nous amènent des procès. Or, nous, Congolais, détournements et puis des procès. Nous, Congolais, nous avons besoin de des projets qui créent de progrès et non de procès. Parce que finalement, même après le procès, les gens qui détournent de l'argent, la question que le peuple congolais se pose, où est cet argent détourné? C'est comme ça que moi, j'ai toujours proposé en tant que volontaire de la République la création d'une caisse unique, un guichet unique qui aura pour mission de ressasser toutes les sommes d'argent récupérées entre les mains des détourneurs de l'État. Ça, c'est un fait. Et un autre fait, moi j'aurais voulu, parce que dans l'affaire de Vital Kamerhe, en réalité, j'ai dit qu'il y a eu défaut de qualité, erreur sur la personne, parce qu'en réalité, la personne qui devrait comparaître, dans le cas sous examen, serait le président de la République, et non le directeur de... Au nom de qui il agissait? Non mais effectivement, parce que même l'acte qui avait soutenu la création de ce programme, et voire même la nomination de ce directeur de cabinet, c'est un acte du président de la République, c'est une ordonnance du président de la République. Parce que le directeur de cabinet, en réalité, c'est un privé du président. Il n'a rien à voir avec la responsabilité publique. Deuxièmement, le programme portait le nom de Félix Antoine Tshisekedi, le programme du président de la République. Même si, quand vous regardez... On n'avait pas porté le nom du président. Non, mais c'est une manière de dire. Programme d'urgence. Non, mais le programme... Mais ce programme-là n'a pas été porté par la responsabilité du gouvernement. Parce que même la Constitution, lorsque la Constitution fait la répartition en termes de responsabilités, pourquoi la Constitution soumet les présidents de la République à la responsabilité de la Cour constitutionnelle seulement pour de faits infractionnels? Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de la responsabilité politique, c'est le chef du gouvernement qui devient responsable politiquement devant le Parlement? Ce sont les incohérences. Parce que le Parlement, c'est le Parlement qui est considéré comme l'autorité budgétaire, l'autorité des contrôles pour veiller à la bonne exécution d'un projet ou d'un programme. Mais malheureusement, ces programmes-là n'ont pas été portés sous la responsabilité d'un gouvernement. Au contraire, c'était pour
sur le dos du président de la Très bien, Manik Seyenda. Maintenant, au volet judiciaire, tout a été respecté, la procédure. Vital Kamerhe est allé en appel, il a obtenu gain de cause. Vous pensez que la procédure à ce niveau a été les moyens de droit de Kamerhe et la procédure ont été respectées? Ben, moi, je pense qu'à ce niveau, je ne pense pas qu'il y a un problème sur le plan de respect des procédures. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des ordres de juridiction, déjà par définition, un ordre de juridiction, c'est un ensemble de juridictions chapeautées par une juridiction supérieure. Et lorsque nous sommes dans le cadre d'un ordre de juridiction judiciaire, c'est la Cour de cassation qui chapeaute. C'est-à-dire la décision peut provenir du tribunal de grande instance, après appel au niveau de la cour d'appel, et la cour d'appel, vous montez un peu le niveau pour faire le pourvoi en cassation, et arrivé au niveau de la cassation, le juge de la cassation, en réalité, n'est pas un juge de fond. Le juge de la cassation, c'est le juge de la forme, c'est le juge de la procédure. Le juge va regarder est-ce que la décision rendue au premier degré a été conforme selon les procédures requises en droit des procédures pénales congolais. Et lorsque le juge trouve un certain nombre d'incongruités et d'irrationalités et de non-respect des procédures, c'est à ce moment que le juge pourra casser la décision. Et ici, dans le cas de Vital Kamerhe, en réalité, le juge a fait le renvoi sur motif, effectivement, de l'incommodité des procédures. Et il a fait le renvoi sur la même instance qui avait rendu la décision afin de répondre l'affaire, cette fois-ci avec une nouvelle composition de juges. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en réalité, la Cour de cassation est le juge des décisions judiciaires rendues en premier degré. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal, tout est fait selon les normes de la République, selon la procédure, mais seulement, c'est plutôt le volet politique, au fait, très bien. qui dérangerait un tout petit peu la compréhension dans cette affaire judiciaire. On va y arriver, le volet politique, on va y arriver. Vous aimez beaucoup la politique depuis que vous êtes avec Matata Ponyo Mapon, l'homme de la rigueur, l'homme qui arrivait, il arrivait au bureau à 7h30, il est là. Très bien, la ponctualité. Nous aussi, nous avons appris la ponctualité. Manik Seyenda, est-ce que vous pensez que lorsque on a réconcilié, on a récomposé, passez-moi l'expression, je ne suis pas juriste, la composition de ceux qui vont juger cette affaire pour la deuxième fois, je ne voudrais pas dire la seconde fois, est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe va cette fois-là obtenir gain de cause, c'est-à-dire obtenir l'acquittement, c'est-à-dire que son innocence sera prouvée et que les juges pourront aller dans le sens de l'acquittement de Vital Kamerhe? Ben, en réalité, moi, je ne pense pas à l'acquittement de M. Vital Kamerhe. À la limite, nous pouvons imaginer la réduction de la peine, comme ça a été le cas au niveau de l'appel. Cette peine qui était déjà prévue, retenue en termes de 20 ans de prison, et on avait rabattu la peine à 13 ans. Et peut-être qu'après le renvoi par la Cour de cassation, la récomposition de juges, on peut encore davantage diminuer la peine. Mais acquitter Kamerhe voudrait dire simplement tous les griefs que l'on avait reprochés sur M. Vital Kamerhe, un peu à la manière comme nous avons vu à la télévision nationale, étaient faux. Et donc on a accusé à tort M. Kamerhe. Je ne pense pas qu'on peut arriver à ces niveaux-là. Parce qu'en réalité, Kamerhe était en procès contre la République. Et donc, vous voulez dire à la République a accusé faussement M. Vital Kamerhe au regard des allégations faites par le ministère public qui portait la responsabilité et les avocats de la République d'accompagner la République dans ses procès contre un monsieur, Vital Kamerhe, qui semblerait détourner les deniers publics de l'État. Et donc, je ne pense pas que... Il y a une question avant que vous finissiez cette analyse, Manik Seyenda. Quelque part, vous avez dit qu'en réalité, ce n'est pas Vital Kamerhe qui devrait être jugé parce qu'il agissait au nom de l'institution président de la République. Par conséquent, c'est le chef de l'État qui aurait dû répondre devant la justice. Si nous partons de cette hypothèse, nous pouvons dire ici que Vital Kamerhe est innocent et que par ces faits, la Cour d'appel peut procéder à son acquittement. Non mais justement, ici on réfléchit à la logique de deux raisonnements.
deux extrémités des raisonnements. D'une part, si l'on veut endosser la responsabilité pénale sur le dos de M. Vital Kamerhe, on va s'en tenir effectivement des griefs pénaux qui ont été reprochés à sa charge. Très bien. C'est en cela que je dis, à ce niveau-là, il est tellement difficile que M. Vital Kamerhe sorte indemne. Voilà. Alors, d'une part, si il faudrait tenir compte effectivement de la vraie responsabilité, parce que M. Vital Kamerhe subissait l'obligation d'injonction. Très bien. C'est les injonctions qui venaient du président de la République. C'est le président de la République qui a nommé M. Vital Kamerhe. C'est le président de la République qui est le géniteur du programme. C'est le président de la République qui a investi les animateurs pour effectivement organiser et exécuter ce projet. Et donc, s'il y a eu de faits pénaux qui entrent dans ce dossier-là, je crois les responsables pénalement ici, c'est les présidents de la République. Et la Cour qui devrait juger le président serait, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle dans son volet pénal. Parce que le président de la République est responsable pénalement devant le juge de la Cour constitutionnelle. Très bien, implication politique, parce que la politique tient tout en l'état. C'est un principe que nous connaissons, il y a belle lurette. Annexé Yenda, je l'ai annoncé ici en prélude, que le chef de l'État a présenté à l'opinion nationale et internationale au cours d'une émission que Vital Kamerhe était un homme correct et honnête qui peut jouer un rôle dans ces pays. Vous pensez que cette phrase du président de la République est en voie d'être concrétisée? D'ailleurs, moi je suis fortement convaincu que cette phrase ne venait pas du président de la République. Ça venait de qui? Ça venait de l'individu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président, je dirais, national du parti que... Là, il parlait comme président. Hein? L'UDPS. Non, mais parce qu'en fait, la contradiction ici, c'est à quel niveau? Comment le président de la République peut tenir un propos contre l'intérêt de la République? Je vous ai dit au prologue de mon intervention, M. Kamerhe était en procès contre la République. Encore faudrait-il savoir que la justice qui avait condamné M. Kamerhe, c'est la justice de la République. Donc il est le magistrat suprême. Mais malheureusement, curieusement d'ailleurs, on voit le président de la République jeter un discrédit sur la justice de la République, sur les avocats de la République, sur la République par rapport à ces dossiers en disant que M. Vital Kamerhe était un homme correct et honnête. Un homme honnête qui peut jouer un rôle important dans ce pays. Je pense que le président de la République avait simplement loupé la plus bonne occasion de se taire. Parce que dans ce contexte-là, le président jette un crachat sur la justice. Il jette un crachat sur les modèles d'un état de droit que lui-même a imprimé. Mais pour quelle raison? C'est pour des raisons de récupérer l'électorat des Kivu que le président a perdu totalement. Parce qu'en réalité, les dividendes électoraux que M. Tshisekedi pourrait obtenir, il ne l'a pas obtenu par le canal de Bahati. Pourquoi? Parce que Bahati, sur le plan de la notoriété populaire, dans le Kivu, dans le Nord Kivu, Bahati ne représente absolument rien. Et donc, politiquement, je parle de la popularité, parce que les présidents de la République n'est pas élu dans un suffrage universel indirect. C'est un suffrage universel direct élu par le peuple. Bahati est très écouté à l'Est. Non, mais comment quelqu'un qui est très écouté a perdu les élections de la députation nationale? Non, ça peut arriver. Voilà, c'est juste pour les vous dire que... c'est le Kabylie qui a fait que... Non, mais pas du tout. C'est juste pour vous dire que sur le plan de la notoriété populaire, eh ben, les présidents de la République, en collaborant avec Bahati, c'est un manque à gagner sur le plan politique. Très bien. Et donc, il faudrait changer les cartes. Parce que le président, déjà lors de son discours au Kassai, il a présenté son intention d'obtenir un deuxième mandat. Il a dit, je veux votre suffrage lors des élections de 2023. Et pour ça, il faut en réalité récupérer quelqu'un qui a de la notoriété dans le Kivu. Vous pensez que Vital Kamerhe jouerait mieux le rôle que Bahati par rapport à la réélection de Félix? Les faits électoraux sont là, ça sont des évidences électorales. Félix aura besoin de Kamerhe dans un contexte électoral. Parce que vous savez, si le président de la République a été élu, ne serait-ce que dans la partie Kivu, c'est parce que Vital Kamerhe était là.
Alors vous imaginez aujourd'hui dans le contexte actuel, rentrer à l'Est sans Caméré. Rentrer à l'Est sans Caméré, ça c'est un fiasco, je dirais, monumental. Même s'il est avec Bahati. Même s'il est avec Bahati, je vous ai dit que Bahati, c'est un manager politique. C'est un fin politique. C'est-à-dire, lui, il fait des calculs sur comment on peut utiliser des stratagèmes pour avoir des députés. Mais au niveau de la notoriété, de la popularité, l'ancrage populaire, Bahati ne représente absolument rien. Et donc, c'est un manque à gagner politique pour le président de la République. Et je pense, pour que le président de la République essaye déjà de garantir, non seulement l'UNC, autant pour M. Vital Kamerhe, il aurait fallu pour lui, le président, de tenir un discours de blanchissement. Pour dire, M. Kamerhe est un homme... Préparer en même temps l'opinion. Préparer l'opinion pour que lorsque M. Kamerhe sortira de la prison et que cela ne soit pas une surprise aussi agréable. Vous pensez que cela, vous continuez l'analyse Manix, vous pensez que cela a beaucoup joué aussi dans sa libération, on lui a accordé une liberté provisoire et puis il a obtenu l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. Est-ce que c'est toujours dans les cadres de vouloir faire des yeux doux à la population de l'Est? On peut toujours faire la corrélation de fait. Ouais. Parce qu'en réalité, les avocats de la défense de M. Vital Kamerhe, ils ont, je crois, à plus de 12 ou 13 reprises demandé la liberté provisoire. On l'avait refusé. Il ne l'avait jamais obtenu. Hein. Il a fallu qu'on arrive effectivement à un temps précis pour qu'on lui accorde cette liberté provisoire. La question reste pendante. Pourquoi seulement en ce moment-là? Il a fallu, M. Kamerhe a demandé, surtout pour des raisons de santé, qu'il soit transféré dans un hôpital à l'étranger pour se faire soigner. On a toujours refusé. Mais curieusement, pour cette période-là, et surtout de périodes qui coïncident avec les discours du président de la République, des périodes qui coïncident avec la visite entre le secrétaire général de l'UNC avec les secrétaires généraux de l'UDPS, Dili Kambale et Augustin Kabouya. Tout ça, c'est joué. Hein. Effectivement, c'est pas innocent. C'est une diplomatie politique. C'est-à-dire, il y a des ramifications politiques qui se fait déjà. On est en train de baliser le chemin pour la liberté de M. Kamerhe, parce que M. Kamerhe serait effectivement une carte que nous allons utiliser pour la partie Est. Regardez ça, c'est l'analyse des stratégies de Félix Tshisekedi. Effectivement, regardez l'attitude même de l'UNC comme parti politique. Vous allez comprendre que l'UNC a reçu un mot d'ordre. D'abord, le premier mot d'ordre, l'UNC ne se déploie plus sur terrain pour soutenir le président de la République. Deuxièmement, l'UNC n'attaque plus le président de la République. Troisièmement, l'UNC ne s'ingère pas dans tout ce qui concerne l'union sacrée de la nation. L'UNC a obtempéré une attitude de silence politique absolu. C'est les consignes qui ont été données, effectivement, jusqu'au point de voir M. Vital Kamerhe sortir que l'UNC va pouvoir se positionner par rapport à son partenariat politique avec M. le Président de la République, M. Tshisekedi, ou pas. Sinon, je pense que l'avenir nous en dira plus. Et sur le plan politique, je pense que autant pour l'UNC que pour l'UDPS, les partis au pouvoir, chacun va tirer des conséquences à sa manière. Mais seulement le décor est déjà planté. Le président de la République a prouvé à la face du monde qu'il ne peut rien sans M. Vital Kamerhe. Très bien, Manix Ienda, mais comment avez-vous observé l'opinion juste après l'annonce de la décision annulant l'arrêt de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe? Comment l'opinion a réagi? L'opinion, pas de Kinshasa, parce que nous on est à Kinshasa, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'Est, mais déjà les Kinois, comment les Kinois se sont-ils comportés après avoir appris que Kamerhe a bénéficié d'une décision d'annulation de sa première condamnation? Les Kinois, en réalité, sont dans une situation de perplexité totale. Parce que la situation semble être complexe. Les questionnements restent pendants dans l'esprit de beaucoup de Congolais. Les gens sont surpris. Les gens se posent des questions. Pourquoi le président de la République, lui, le créateur de ces paradigmes de l'état de droit que nous voulons présenter pour la construction d'un Congo aussi fort, peut lui-même aller contre-courant, aller en antipode de cet état de droit voulu par lui-même? Le Congolais se pose des questions. Les Congolais se posent encore des questions. Est-ce toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui, au niveau de toutes les institutions de la République, en commençant par le président de la République, jusqu'au niveau du gouvernement, etc., est-ce
Ce n'est pas le fait de l'absence de M. Vital Kamerhe aux côtés du président de la République. C'est comme ça que certaines opinions donnent raison aux gens de l'UNC qui disaient qu'effectivement Vital Kamerhe, c'est lui le vrai coach du président. Et vous imaginez des joueurs, quel que soit leur talent, lorsqu'ils vont au terrain jouer eux-mêmes, sans coach, je crois qu'il ne faut même pas espérer à des résultats escomptés. Parce que c'est le coach qui donne les systèmes de jeu, les classements de joueurs, c'est le coach qui sélectionne le joueur et qui motive même tout le joueur à sa place. Et donc aujourd'hui, Vital Kamerhe est paré pour le pouvoir en place. Un homme providentiel. Et je pense que ce serait décevant pour la suite. Parce que moi, je ne pense pas... Ça va desservir Félix Tshisekedi dans l'opinion? Non, mais bien sûr que oui. Félix Tshisekedi n'a plus de crédibilité à l'égard du peuple. Le peuple n'arrive pas à faire confiance au président de la République. Le président s'est dédié plusieurs fois. Il est allé contre ses propres propos plusieurs fois. Et même quand vous faites la compilation de toutes les promesses faites par le président de la République, les discours qu'il a tenus comme acteur politique, candidat président de la République, pendant la période des campagnes électorales, et les discours qu'il a tenus pendant qu'il est président de la République, et aussi les réalités qui sont en face de nous, vous allez vous rendre compte que le président de la République est perdu. Le président est perdu. Aujourd'hui matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu une vidéo du président dans la radio Top Congo, quand il disait à M. Kabila, comment quelqu'un qui a déjà échoué, quelqu'un qui n'a rien fait, pendant 5 ans, lui accorder encore un deuxième mandat. Vous pensez qu'il est dans le même cas, dans la même situation que Joseph Kabila? Tout le monde pourrait comprendre que le président Tshisekedi se retrouve dans le même cas. On se poserait la même question. Comment à M. Tshisekedi, qui n'a pas pu donner aux Congolais ce que le Congolais attendait, comment accorder encore un deuxième mandat à un tel monsieur? Voilà, c'est la parole du président. C'est la parole de M. Tshisekedi lui-même. Et donc aujourd'hui, un tel régime, un régime des contradictions, un régime diabolique, un régime des ténèbres qui ne supporte surtout pas la lumière, ce régime-là n'a aucun crédit, aucune considération à l'égard du peuple congolais. Et donc ce qu'on attend, on attend simplement le rendez-vous électoral, les rendez-vous entre le peuple et les dirigeants. Et je pense que la sanction qui sera réservée à M. Tshisekedi, ça sera une sanction très sévère. On va aborder la question de la sanction. Certaines langues, certaines opinions vont jusqu'à voir Kamerhe, Premier ministre, accord de Nairobi, cap pour le changement. Est-ce que vous y pensez aussi que Félix peut prendre le courage de nommer au cas où il serait acquitté? Est-ce que Félix pourrait le nommer Premier ministre avec tout ce que vous avez fait comme analyse tout à l'heure? À tous ceux-là qui pensent que le président Tshisekedi pourrait nommer Vital Kamerhe comme Premier ministre, je leur pose seulement 2 ou 3 questions. Pouvez-vous faire confiance au même M. Tshisekedi, président de la République, qui était en accord avec M. Kamerhe et qu'il a violé cet accord? Et vous pensez vraiment que cette fois-ci, M. Tshisekedi serait délivré de ses propres non-respects des accords? Est-ce les gens qui sont déçus du fait que le président Tshisekedi s'est débarrassé de Jean-Marc Kabound, un des colistiers aussi importants de l'UDPS, qui a accompagné le président Tshisekedi dans des contextes politiques difficiles. Et aujourd'hui, il s'est séparé de Kabound. Vous pensez que ces gens-là peuvent croire à une telle réalité? Vous pensez que les gens qui ont fait confiance à Tshisekedi, ne serait-ce que par le fait qu'il a eu à travailler avec monsieur François Beya, par exemple, aujourd'hui qui se retrouve en prison, dans le viseur de la justice, il sera condamné. Vous pensez que ces gens-là auront de la facilité à faire confiance à M. Tshisekedi? Je poserai encore une autre question. Peut-être pour ceux qui accompagnent M. Sami Badibanga, à qui l'on a demandé de démissionner, et il a démissionné. Aujourd'hui, on ne parle même pas de lui. Vous pensez que ces gens-là auront toujours de la facilité à faire confiance à M. Tshisekedi? Je pense que les gens de l'UNC doivent faire attention et doivent réellement comprendre à qui ils auront affaire dans ce cas-là. Et donc si, je dirais par chance, par bonheur, tout comme par malheur, je ne sais pas, et que M. Vital Kamerhe devient Premier ministre dans ce pays... Va-t-il accepter une telle proposition? Qui c'est, Vital Kamerhe? Oui. Bon, ça dépendra
ça dépendra de sa personnalité politique. Parce que Vital Kamerhe est un homme présidentiable. Vital Kamerhe a un grand parti politique. Faire de Vital Kamerhe un premier ministre, effectivement, c'est faire de Vital Kamerhe l'un avec qui l'on va partager la gestion de cacophonie, les bilans aussi catastrophiques comme celui-ci. Et donc, lors du rendez-vous de 2023, effectivement, Vital Kamerhe serait aussi comptable de tout ce que nous avions encaissé en termes de cacophonie, de gestion de la chose publique de l'État. Très bien, Et donc, moi, je conseillerais à M. Kamerhe de refuser cette offre parce que Kamerhe a autant de choses à proposer à la République, cette fois-là comme candidat président de la République, et les gens peuvent le faire confiance. Pourquoi pas qu'il soit acquitté, hein, parce que la condition est d'abord d'être acquitté avant d'être proposé Premier ministre. On va finir par ce dernier sujet. Élection en 2023, beaucoup de supputations vont dans le sens de nous faire croire que nous n'avons pas de moyens pour aller aux élections. Manix et Yenda, s'il n'y a pas d'élection, on connaît tout ce qu'il y a un arrêt, il y a un article, une disposition de la loi fondamentale qui donne la possibilité au chef de rester jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Il y a un arrêt de la Cour, mais nous savons tous que ça sera une situation de crise pour y traverser. La récité Kabila existe, les dialogues. Vous pensez vraiment que s'il n'y a pas d'élection, on ira vers un dialogue, mais vous avez soulevé la problématique des respect des accords, respect des paroles données. Qui croira à Félix Tshisekedi dans un dialogue où il faut faire des concessions? Ben, vous savez, déjà, vous l'avez dit, que Tshisekedi est un homme difficilement acceptable, surtout dans le contexte des accords, parce qu'il ne respecte pas les accords. Et les faits sont là, Genève, l'UDPS, Kabound et tout ce monde-là. Union sacrée aussi, Union sacrée, un peu avec Moïse Katumbi. Avec Moïse Katumbi, ça ne marche pas. Le président est toujours en antipode de tout ce que lui-même a pris comme engagement dans le cadre des différents accords. Et je pense, même pour ceux qui disent, pour ceux qui pensent qu'il y aurait un accord entre le président Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, je pense que même cet accord-là, si seulement il a existé... Kabila ne sera pas dupé pour la deuxième fois. Je pense que Félix en a déjà violé, parce que lui, il n'est pas respectueux des accords. Maintenant, le dialogue dans ce contexte. Non, mais comment les choses vont se passer? D'abord, aujourd'hui, il faudrait d'abord nous dire que qui a besoin de dialogue? Nous, on a besoin des élections. Le dialogue, c'est un fait. Le peuple congolais a besoin des élections. Et pour ça, nous allons contraindre tous ces acteurs politiques à aller aux élections. Parce qu'il n'y a pas un autre mode d'accession au pouvoir si ce n'est pas la voie des élections. Pourquoi ils ont peur des élections? Ils, c'est qui? Non, mais ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Je parle de l'union sacrée de la nation. Pourquoi ils ont peur d'aller aux élections? C'est parce qu'ils savent, en allant vers les élections, le peuple va réserver effectivement une sanction sévère contre ceux gens qui n'ont pas pu relever les niveaux socio-économiques de notre pays, donner de l'emploi aux Congolais. L'électricité, l'eau, ils n'ont pas réussi à réaliser les attentes de la population congolaise. Et ces gens-là ont lamentablement échoué, et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais malheureusement, ils ont utilisé comme stratagème les élections. Regardez quelques faits évidents. Le président de la CENI, qui vous dit expert en matière électorale, parce que c'est la CENI qui organise. L'organe, pouvoir organisateur des élections. C'est la CENI qui est l'experte technique en matière électorale. Et cette experte technique en matière électorale vous dit au gouvernement, le partenaire par excellence de la CENI, qu'il est pratiquement impossible de coupler les deux opérations, en l'occurrence, l'opération de l'identification nationale et celle de l'enrôlement des électeurs, parce que ça nous prendra beaucoup de temps. Et donc, on aura de la difficulté à organiser les élections en 2023 comme prévu. Ça, c'est la CENI qui le dit. Mais curieusement, le gouvernement finit par prendre la décision, sa décision, qui consiste effectivement à coupler ces deux opérations. Et donc, par là, on comprend que la manœuvre, c'est celle-là. Ils veulent organiser, lancer les opérations de l'identification nationale en même temps avec l'enrôlement des électeurs, parce qu'ils savent que cette opération-là va nous prendre plusieurs temps, jusqu'au point même de dépasser le cap de 2023. Mais lorsque maintenant on va dépasser le délai prévu, le délai butoir pour l'organisation des élections, c'est à ce moment que les politiques auront
de la possibilité de se retrouver autour d'une table pour définir effectivement la durée de la transition. Donc, pour définir donc on est en train de travailler sur les conditions de non-tenue des élections. Mais effectivement, ils travaillent sur ça. C'est comme ça qu'ils n'allouent pas des financements aussi conséquents à la CENI pour que la CENI organise les élections. Comment la CENI va adopter les calendriers électoraux si le moyen n'est pas encore alloué? Comment la CENI va répartir les différentes responsabilités dans le cadre du bon fonctionnement de la CENI si on n'a pas encore mis à sa disposition le financement conséquent pour acheter le matériel de la CENI, pour payer les personnels de la CENI, etc. C'est-à-dire eux-mêmes, ils mettent la CENI dans une difficulté de ne pas organiser les élections dans le délai convenu. C'est parce qu'ils savent que oui, aujourd'hui, nous devons utiliser d'autres stratagèmes pour aller à un dialogue qui donnerait un autre larron au président Tshisekedi afin de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Et donc, il faudrait que les politiques soient beaucoup plus responsables, vigilants, afin de dire non à cette stratégie aussi nocive, une stratégie contre la démocratie. Parce que moi, je me dis, oui, dialogue. Et vous pensez que M. Tshisekedi va mieux faire les choses pendant une période de transition? Si dans 5 ans qu'il a obtenu, il n'a rien foutu pour le Congolais, à combien de plus fortes raisons pour une transition de 2 ou de 3 ans? On a fini. On a fini, Manix. Vous êtes toujours à l'Union sacrée? Non, moi je ne suis plus à l'Union sacrée. Quelqu'un... Comment je peux demeurer dans un régime des ténèbres, un régime qui ne supporte pas la lumière, un régime hostile aux gens aussi intelligents comme le Mokoko Samba, le Noël Tiani, les François Mwamba? Ce sont des gens intelligents, ils sont là. Mais seulement on ne peut pas les classer au devant de la scène parce que ce sont des gens intelligents et parce que ce régime-là est hostile à ces gens intelligents. Pourquoi? Et voilà. Pourquoi le régime serait hostile d'après vous aux gens intelligents? Non, mais parce que le régime a comme source de provenance l'UDPS. Ce qui n'est pas mal. Non, mais ça c'est le système de l'UDPS. L'UDPS est hostile contre les gens intelligents. Pourquoi? Non, mais c'est ça même la médiocrité, au fait, d'un parti politique. C'est ça même la médiocrité d'un système, d'un régime, qui n'arrive pas effectivement à placer les bons joueurs pour effectivement apporter. Parce que moi j'ai toujours dit, si seulement le président, quelles que soient les raisons politiques, comment un président qui veut du développement de son pays peut laisser que les députés provinciaux imposent leur veto pour chasser quelqu'un comme Zoé Kabila dans la province de Tanganyika? Alors que Zoé Kabila n'a même pas présenté ses moyens de défense. Alors que ce monsieur a mené un élan nouveau pour le développement de cette province. Je dirais la même chose pour Richard Mouyej à Lualaba. C'est-à-dire, en réalité, le président n'a pas besoin de fonctionner avec des gens qui peuvent, en réalité, apporter des solutions pour le Congolais. Et ça, c'est quand même dommage. Comment quelqu'un comme Matata Mponyo, un homme qui a servi le pays avec dévouement, avec sacrifice, avec amour de la patrie. Quelqu'un qui a laissé des œuvres aussi. D'ailleurs, hier, vous avez suivi M. Alinguete, que je salue d'ailleurs, le véritable Warriors, qui a reconnu effectivement la qualité de M. Matata. Il a dit que M. Matata est un homme exceptionnel, est un homme qui laisse ses traces partout où il passe, est un homme rigoureux, un homme de travail, est un homme intelligent. Organisateur. Est un homme organisateur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Alinguete. Et je pense qu'il a dit avec toute son honnêteté politique et sa probité morale. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de ces gens-là. Et donc aujourd'hui, l'UDPS, que l'UDPS n'ait pas honte, effectivement, de consulter les intelligences, de consulter ceux qui savent gérer la chose publique de l'État. Parce que moi, je me demande, à quand le Premier ministre de l'UDPS dans ce pays? Et le président a fait appel à tout le monde d'aller travailler à l'Union sacrée. Matata a refusé jusqu'aujourd'hui. Il ne veut pas travailler avec le président. Matata est un homme de principe, Matata est un homme de conviction, Matata est un homme de valeurs. Matata n'a rien à voir avec le président de la République. Parce que Matata est un homme respectueux, surtout à la sacralité des institutions de notre pays. Mais c'est plutôt question de philosophie, question de qualité de leadership, question de système. Est-ce que le système d'aujourd'hui est compatible aux valeurs de gestion de M. Matata? Je dis non. La question est, le système de Félix Tshisekedi n'est pas compatible aux valeurs de Matata Ponyo? Non, pas du tout. Matata a acheté 4 avions pour le pays. Aujourd'hui, on en a combien? Un seul. C'est incompatible. Matata vous a laissé le bus Transco. Aujourd'hui, vous en avez combien? Matata a créé des projets
pour la politique d'emploi de Congolais, afin de rajeunir effectivement l'espace administratif congolais, le programme d'Elena. Aujourd'hui, on a plus de 700 jeunes affectés dans le service public de l'État dans le cadre de l'initiative voulue par M. Matata. Aujourd'hui, le pouvoir en place, on a fait combien? C'est cela en fait. Matata est un manager. Matata, c'est quelqu'un des convictions, des valeurs, et c'est quelqu'un qui reste attaché aux principes. Le jour où le président de la République aura à imposer ces règles de jeu, ces principes-là, cette orthodoxie de gestion, et surtout la reconnaissance de la compétence de tout un chacun, peut-être Matata serait flexible et non dubitatif pour effectivement accompagner M. Matata. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, si l'union sacrée de la nation consulte Matata, approche Matata comme consultant, je ne pense pas que M. Matata refuserait d'apporter sa contribution pour la patrie. Merci beaucoup Manix, on est à la fin. Ouais. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup mon frère Patrick Lokala. C'était Manix Ienda. Les polémiques politiciennes, on ne les a pas abordées. Il est resté technique, intelligent et compétent. Je crois que vous l'avez apprécié comme toujours. Vous me l'avez demandé. Je le fais venir parce qu'il y avait besoin. Je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien. D'ici là, au revoir.